Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur quelques aspects de la mémoire, de l'emblème national, le symbole de la souveraineté nationale, celui qui a été adopté spontanément par les Algériens dans les montagnes et dans les villes, celui pour lequel des milliers de moudjahids et de fidèles se sont sacrifiés et ont accepté de souffrir, enfin celui pour lequel les Algériens ont lutté pour retrouver l'indépendance et la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire de cet emblème, mais de revenir sur des moments, les moments de basculement de notre histoire, accompagnés justement par l'apparition de cet emblème. Pour revenir sur ces aspects de l'histoire de l'emblème national, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Lounis Ait Haoudia, le président de l'association des amis de la rampe Louni Arsri Kasbah. Monsieur Lounis Ait Haoudia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Votre association, Je suis un arabe très heureux de me retrouver avec vous. Votre association a pour vocation la préservation de la mémoire. Absolument. La préservation de la mémoire, la vocation de notre association, on est l'essentiel justement de la préservation de la mémoire, on lègue à transmettre aux générations futures. Ça fait des années que vous travaillez dans ce cadre. Absolument, depuis de très longues années. Nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie a vu l'institutionnalisation de la mémoire, avec une priorité du président de la République, une des priorités du président de la République. Cela ne peut que nous encourager de manière à accomplir notre devoir par rapport aux générations montantes. Nous devons laisser trace de notre mémoire et de notre vécu. Nous allons essayer de revenir avec vous ce soir en tant que témoin et acteur de ces moments de basculement que j'ai évoqués le 11 décembre et puis l'indépendance de l'Algérie, qui ont été accompagnés par justement ces millions de drapeaux qui ont été exhibés sur tout le territoire national. Mais j'aimerais revenir que l'emblème national a été défini clairement dans le journal officiel. Absolument, défini dans le journal officiel. Et l'emblème national est partie intégrante de l'âme du peuple algérien. Nous l'avions constaté, nous l'avions vu à travers tout notre vécu, dans des moments phares de l'histoire de l'Algérie, le soulèvement du 11 décembre 1961, bien avant le 8 mai 1945. Alors tout cela démontre que le peuple algérien a comme symbolique viscérale, ancré en son âme, le drapeau national. Donc c'est la loi numéro 63 245 du 25 avril 1963 qui définit avec précisément les motifs de ce drapeau, c'est-à-dire les couleurs, l'étoile et le croissant. Très très important. Un emblème national a la représentation de l'ensemble d'un peuple et de son histoire et de son identité. Les générations à venir, c'est l'emblème national qui en sera le guide et qui est actuellement le guide. Actuellement, surtout dans la conjoncture actuelle, nous avions constaté un regain d'amour, pour le dire, vis-à-vis du drapeau national et de la symbolique qu'il représente. L'Algérie une et indivisible.
Très important. L'Algérie une et indivisible, c'était la devise de ceux qui se sont sacrifiés pendant plus d'un siècle et 30 ans qui de ont colonisation. consenti au sacrifice suprême par le don de soi. Je suis un de ceux parmi des milliers qui ont vécu concrètement ce sacrifice suprême du don de soi. Je suis natif de la Rampe-Vallée et nous sommes surplombés là où je suis né. Mon domicile est surplombé par la prison, la sinistre prison de Barberousse. J'ai passé des veillées avec les exécutions. Nous reviendrons tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, mais on va commencer par ce moment que vous avez vécu le 11 décembre, pas du côté de Belouizdad ou bien de Salon. La Casbah. Vous avez le témoignage, donc comment les habitants de la Casbah ont vécu ces événements. Alors, le 10 décembre, une effervescence. Nous avions suivi, j'étais jeune, j'avais un père qui suivait des événements, qui était un homme politique aussi. Donc il y avait le voyage du général de Gaulle. Il y a une témouchette, une effervescence un petit peu dans toutes les régions d'Algérie, et on a su qu'il y avait des événements à Bellecour. À Bellecour, bon, tout le monde était inquiet, on s'inquiétait, on sortait, on se donnait des informations, que se passe-t-il? C'est un bain de sang, ils ont tiré sur la foule et tout cela. Bon, la journée s'est passée. Le lendemain, le 12 décembre, nous avions appris que il y a eu des manifestations sanglantes réprimées par l'armée française. Et là, bon, moi personnellement, j'habite la Casbah, mais j'habitais la Casbah depuis 1959, donc une année. Sinon, mon quartier natal est la rampe Louniaris qui est actuellement. Je suis parti rendre visite à mes amis. On a commenté les uns les autres, comment, hop, on entend des voix arriver de loin, des échos. C'était des manifestants là. Ils sont arrivés. C'est des groupes de jeunes, et même très jeunes, qui venaient du Climatrans. On s'est joint à eux, on est monté ensemble, des slogans, drapeau national en tête, jeunes du Climatrans, arrivé, pas très loin, un rond-point qui longe vers Sidi Abdelrahman. On a revu un dispositif militaire. Pourquoi? Alors, on voyait, il y avait un poste militaire. Donc, nous connaissions pratiquement tous les militaires, puisqu'on vivait pratiquement ensemble, des patrouilles quotidiennes et tout ce qui s'ensuit. Il y avait le sergent Robert, qui était là-bas, armé jusqu'aux dents. Alors, dégagé. Il y avait, un ami de la Casbah, plus âgé que moi de quelques années, qui a essayé de parlementer avec ce sergent Robert. Il dit, nous avons de la famille, il faut que nous allons rendre visite dans le calme et tout ça. Rien n'y fit. Bon, à un moment donné, j'ai levé mon doigt, monsieur, s'il vous plaît, moi je n'habite pas là, je dois rentrer chez moi. Vous habitez où? Au 29 rue Marongo, actuellement Al-Badji Abdelrahman. Vous avez vos papiers? Oui, ma carte scolaire. Je remets ma carte scolaire. Allez, au moment où je me remettais la carte scolaire, l'ami Hassan Attia, Allahu Akbar, Tahia al-Jazair. J'ai laissé le groupe qui était, je suis parti. Arrivé à la placette du deuxième, là où j'habitais, j'ai trouvé des groupes qui se sont formés. Il y avait des adultes beaucoup plus âgés que nous, je n'avais que 13 ans. Hein. Bon. Alors, c'est eux qui étaient en première ligne. On est arrivé au marché couvert à proximité de la rue d'Adir. Un dispositif militaire impressionnant.
des jets militaires que nous n'avions pas encore vus, blindés. Déjà, alors, l'armée, il y avait des parachutistes, des chasseurs alpins, des zouaves, armes, le doigt sur la gâchette, que repoussaient violemment. Alors bon, ceux qui étaient en première ligne voulaient parlementer avec eux. Écoutez, si vous voulez, nous avons des parents et tout. La seule réponse était des coups de crosse. Et à un moment donné, des cris de femmes, des voix de femmes. Je me retourne, je vois des femmes, une dizaine, une quinzaine de femmes en haïk blanc. Alors tout le monde s'est retiré, on leur a formé une véritable aide d'honneur. Elles sont passées, elles ont pris la première ligne. Si les hommes ont reculé, elles ont pris la première ligne, il y avait des chevaux de frise. Alors ces femmes, les militaires sont dit, non, dégagez, dégagez. Alors ces femmes, ce n'était plus un dialogue, laissez-nous. Elles ont foncé sur les chevaux de frise. Et là, la mitraille a commencé. J'ai vu de mes propres yeux celle, avant. Alors, elles ont poussé les chevaux de frise et des youyous. J'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu, une armée française perdue. Il faut voir psychologiquement comment que les youyous ont agi. C'était de la panique. Écoute, Robert, écoute. Eh ben, ils ont tiré. Celles qui étaient en haïk, des colombes blanches, se sont transformées en bouillies rouges. Ils ont tiré, tout le monde est reparti. Tout le monde est parti, tout le monde a fui là où il pouvait. Moi, je suis remonté et il était entouré de grilles. Il y avait des jeunes qui voulaient enlever les grilles pour en faire des barricades. Ben, j'ai vu des adultes qui se sont interposés. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Ne touchez pas. Bon, n'empêche qu'il y a eu des jeunes qui se sont montrés à l'intérieur, mais qui sont sortis aussitôt, poussés par des adultes. Bon. Alors, c'était une journée également particulière pour tous les Algériens parce que le drapeau, l'emblème national qu'on cachait précieusement dans les maisons, dans les tiroirs, ont été exhibés par milliers. Pour ce qui est du drapeau national, oui. À la seconde, toutes les couturières qu'il y avait une, Allah yarhamha, Madame Hamza, oui, qui habitait au 3e étage, au 31 rue Marengo. Eh ben, tout le monde faisait la chaîne pour l'avoir et pour avoir un drapeau. Ramener de l'étoffe, fer, blanc et rouge, eh ben, on le remettait et confectionnait des drapeaux. Donc, le drapeau, c'est pour vous dire un petit peu l'importance de ce drapeau. Tous ceux qui avaient le drapeau en main, il faut voir comment ils défiaient le danger. Incroyable, d'une manière incroyable. C'est pour ça que je dis que le drapeau national est une symbolique qui est intégrée à l'âme du peuple algérien. C'est le sacrifice de Bouzid Sahl en 1945, elle nous rappelle, qui a été tué, le drapeau à la main. Mai 1945, la première cible a constitué le drapeau national. Tous les porteurs de drapeaux ont été mitraillés. Et à Belcourt, la jeune Saliha Ouattiki, oui. Elle était au milieu de centaines de manifestants. Mais la cible, ça a été elle, rafale de mitraillettes. Donc ce drapeau, je ne sais pas à l'heure actuelle, quand je me souviens de ces manifestants, il hypnotisait même l'ennemi. Les soldats, à la vue du drapeau, étaient perdus. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, ce drapeau constitue une symbolique de la souveraineté nationale, est aussi un élément constitutif et structurant de l'âme algérienne. Est-ce que les scènes que vous avez vécues le 11 décembre
et que vous allez revivre le 5 juillet, mais dans la joie, dans la liesse, parce que le 11 décembre, c'était également, c'est vrai que c'était un sursaut extraordinaire du peuple algérien, mais vécu d'une manière dramatique. Il y avait plusieurs morts. Est-ce que le 5 juillet ne vous a pas rappelé, est-ce que c'est l'ampleur donc, Absolument. Je me permets de revenir un petit peu en arrière. Oui. Nous avons continué, donc le 11, le 12, on sortait. Des manifestations sporadiques, hein, drapeau en tête. Mais lorsque le 16, ces manifestations ont pris fin, comment? Un appel du GPA de Farhad Abbas. De Farhad Abbas. Le 16, terminé. Alors, les manifestations ont cessé et tout le monde était imprégné de ces manifestations, d'une part. D'autre part, nous avions constaté le désarroi de l'armée française. C'était un bien faux psychologique. Oui, exactement. Très important. Alors, de là, ont suivi, bien sûr, les fêtes de l'indépendance. Indescriptible. Indescriptible. Alors, le symbole de l'indépendance, de toutes les marches qu'il y avait, alors, c'était le drapeau national. Le drapeau national hissé sur le toit de voiture, sur des motos, à pied, c'était l'emblème national, le drapeau national. Voilà. Et vous avez même assisté à des scènes où les symboles de la colonisation ont été également occupés pour on implanter des... Alors, très important, oui. Vous arrivez... Alors, j'ai assisté personnellement à 2 démonstrations patriotiques inimaginables. J'ai assisté à la fin de la nuit coloniale, exprimé de quelle manière? Avec une chaleur intense, les gens pleuraient. Alors, c'est à la place Bugeaud, où il y avait le maréchal Bugeaud, qui trônait depuis le siècle. Pour les téléspectateurs, aujourd'hui, c'est Saad Chouhada, donc la place des martyrs. J'y étais aux 2. Hein? Oui. Alors, maréchal Bugeaud, c'est très simple. Ouais. Ça a été un bidon glorieux qui a été mis sur sa tête. Ce que j'ai vu. Ensuite, Saad Chouhada, la place du gouvernement, il y avait un symbole terrible que nos ancêtres, que nos aïeux ont vécu. C'est le maréchal de Bourmont. Avec son cheval superbe, son étendard, une épée, son chapeau, en conquérant dominateur, même le regard. Il faut voir, le sculpteur a réalisé une œuvre incroyable. Le regard directement sur la Casbah. La trajectoire de la destination de la Casbah. Sur les hauts, les hauteurs de la Casbah. Alors, ce lieu, quelques jours après l'indépendance, nous avions su qu'il y avait quelque chose qui se passait à la place du gouvernement. On est descendu, on a vu. On avait une échelle humaine se constituer les uns sur les autres, les épaules des autres, avec un immense drapeau qui a été planté, qui a été mis sur le sabre du général de Bourmont, et en plus, en l'ayant attaché de manière à ce que par du fil de fer qu'on remettait. Incroyable. Alors, cette expression est inoubliable, et les youyous, les applaudissements, c'était une fête, un délire. Puis c'est pratiquement le même scénario, parce que les motifs n'étant pas encore définis clairement, les Algériens, ils faisaient coudre donc, des drapeaux à partir de lambeaux de chiffon, souvent, n'est-ce pas? Les drapeaux. Il y a eu toutes les formes, pratiquement. Les formes y étaient. C'était le croissant y était, l'étoile y était, le vert et le blanc. Et le blanc. Voilà. Donc ce drapeau,
ce drapeau pendant les fêtes de l'indépendance. On l'a vu, Oui. on l'a vécu, quelque chose d'inimaginable. À l'approche du drapeau, même à l'heure actuelle, la chair de poule. Pourquoi? Il illustre un petit peu des sacrifices d'un naufrage de génération et de génération. Parce que n'oubliez pas, M. Hassan Arabe, nous avons vécu une colonisation de peuplement. Exactement. Colonisation de peuplement diffère de toutes les colonisations à travers l'histoire. Je suis natif d'Alger, natif de la Rhône-Vallée, j'ai été scolarisé dans une école de la Rhône-Vallée. Nous avions vécu un racisme inimaginable. Les rues d'Izdi, les rues Bilmehidi, la rue d'Idouche Mourad, Michelet, vous savez, les Algériens y allaient, vous savez pourquoi? Pour aller se soigner, pour aller voir des médecins dans ces quartiers. Alors, pour vous, le 11 décembre et même l'indépendance de l'Algérie sont l'aboutissement d'un sacrifice et d'une organisation. L'élan populaire du 11 décembre n'est pas tombé du ciel. Non, il y avait justement, non. Il y avait au Naval une organisation, un travail. Oui. C'est un point d'histoire fondamental. Fondamental. Pourquoi? Le 11 décembre, il y a une continuité d'une mobilisation massive du peuple algérien. Laquelle? La grève de 8 jours, oui, que j'ai personnellement vécu. Eh ben, j'avais 13 ans. Cette grève, nous l'avions vécue à son annonce. Des tracts étaient distribués, les gens sont partis chez eux, ils ont vu des tracts. Pas de grève. Que fallait-il faire? Grève de 8 jours. Tout sera fermé. Eh bien, le lendemain, tous les magasins étaient pris d'assaut. Sur les tracts, justement, il y avait les motifs du drapeau, de l'emblème national. Absolument. Je n'ai pas vu le tract. Qui authentifie tous ces tracts, c'est-à-dire des documents qui provenaient du FLN. Du FLN, absolument, de la zone autonome d'Alger. Oui. La zone autonome d'Alger qui a organisé cela. À l'époque, c'était Yassou Saadi, le Rabbi Ben Mehidi, qui était là-bas. Alors, il y avait un commissariat, un sinistre commissariat, en face de l'immeuble que j'habite actuellement. Inimaginable, c'est ce commissariat qui a été à l'origine de la formation, de la motivation et de l'engagement des principaux chefs de la révolution à la Casbah. Pourquoi? Ils étaient féroces. À l'époque, le peuple algérien vivait dans une misère indescriptible. Et eux, cette police, alors ces jeunes avaient recours à vendre n'importe quoi. À vendre des bouteilles d'eau, à vendre je ne sais pas quoi, mais pour nous faire nourrir leur famille. Eh bien, il fallait voir comment on les pourchassait, avec quelle violence. Inimaginable. Et là, c'est ce commissariat qui, au jour de la bataille d'Alger, de la première grève, ils étaient perdus. Comment? Ils se demandaient, que se passe-t-il? Toutes les épiceries sont prises d'assaut, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était de la panique, mais ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Le jour de la grève, alors cette grève, il faut revenir au contexte dans lequel elle a été décidée. L'époque, la France, le gouvernement français ne parlait pas de guerre d'Algérie. Les événements d'Algérie. Ouais. La communauté internationale, excepté les pays arabes, qui ont adhéré au combat libérateur, le reste, l'opinion internationale était mal informée.
Certes, il était mal informé en partie, et en autre, autrement aussi dans les différences. La plus totale, c'était loin. Bon, alors, que s'est-il passé? Ben Ramadan, العربي بن مهدي. Ben Ramadan, Ben Mehdi, Ben Khedda, les trois. Alors, où en est la situation? Ben, le CCE. Où en est la situation? Saad Halem. Où en est la situation? La situation est toujours la grève, comment dire, les événements d'Algérie. Alors, qu'en faut-il faire? Pour une action spectaculaire, unique et inédite au monde, laquelle? Une grève générale. Une grève générale qui va propulser tout le monde sur la scène du combat libérateur. Bon, Belmehidi. Ben Ramadan qui pose la question à Belmehidi, c'est ce que j'ai lu dans mes recherches d'histoire. Alors, c'est l'Arabie, wesh. Moi, une action spectaculaire, la durée, un mois. Ben Khedda, 3 jours. Saad Dahlem, 3 jours. Eh bien, consensus a été fait pour une grève de 8 jours. Et cette durée de la grève de 8 jours, inédite. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a des événements d'Algérie, et en plus, ce FLN représente finalement qui et quoi? Il y a le MNA. Manipulation politique incroyable. Donc il fallait un publiciste à démontrer au monde que le peuple algérien était représenté exclusivement par le FLN. C'est ce qui a eu lieu pendant cette grève de 8 jours. Alors maintenant, comment le peuple, justement, a supporté et a su organiser cette grève malgré la répression? Une répression terrible, mais il faut rendre hommage à ceux qui l'ont organisée. D'une part, Yassif Saadi lui-même, j'ai eu un entretien avec lui à ce sujet, en me disant, lorsque Ben Mehdi est revenu, après la visite, après la réunion avec Ben Ramadan, je lui ai posé, alors, que s'est-il passé? Réponse, il y a une grève. Ah oui, grève générale, oui. De combien? 8 jours. Oh, mais c'est pas possible. Inutile de perdre notre temps. Organise-toi. Bon. Comment c'est organisé? La plupart, la grande majorité des Algériens qui habitaient la Casbah étaient démunis, sans travail, pas de salaire, rien. Alors, il fallait voir, c'est la zone autonome, ils ont sillonné la Casbah, des épiceries, ils ont vu des épiciers en leur disant voilà la liste. Tous ceux qui viendront ici pour s'approvisionner et qui n'ont pas d'argent, c'est nous-mêmes qui allons vous aider. Vous serez payés sans problème. C'est ainsi que la grève est partie. Alors, la durée, 8 jours, durée inédite. 2, une répression incroyable, oui. Incroyable. Mais ce que je ne comprends pas à l'heure actuelle, c'est un syndrome. On parle de la bataille, la bataille de la répression. Je dirais non, c'est la mère de bataille de la résistance contre la répression. Il y a eu de résistance. Alors, la démonstration qui a été faite par le peuple algérien, à la fin de la grève, 11 jours après, la résolution numéro 11 de l'ONU, la reconnaissance du droit du peuple algérien à l'autodétermination. Voilà un petit peu la genèse du 11 décembre. 11 décembre. Mais j'aimerais revenir sur ce point. Donc, la répression, c'est vrai qu'il y avait également, c'était la période où la torture a été pratiquement officielle. Il y avait des milliers d'arrestations. Et puis il y avait des milliers
de disparus pendant les répercussions. Il y a certains qui parlent de défaite militaire. Quelle défaite militaire? Il n'y avait pas quelle défaite militaire avec la 3e armée de l'OTAN? Mais moi, permettez-moi, un privilège de l'histoire a fait que ce jour, le 3e jour de la grève, un de mes cousins, j'habitais la Rome-Vallée, personne ne sortait. On était 3 familles dans un 4 pièces. Bon, alors ce jour-là, un cousin, qui habitait le même appartement, a laissé la veille, 3 jours auparavant, un parent à nous qui était gravement malade, mourant. Ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il a pris. On se lève le matin, on prend le petit déjeuner. Aujourd'hui, on va sortir. Je vais sortir. Hein. Mon père, ça ne va pas. Tu vas sortir, tu ne vas pas revenir. Essaye de voir par la fenêtre. La fenêtre, il y avait un dispositif de sécurité incroyable, mais pas un chat. Personne ne sortait. Eh bien, on est parti. Je suis parti. Moi, mon cousin, on était deux enfants, deux adolescents. On est parti à la Casbah. On est parti là en Vallée, on est descendu, la rue Porte-Neuve, on arrive, incroyable. Un spectacle inimaginable. Tous les magasins étaient défoncés. J'ai vu des œufs, du pétrole, du savon, mais incroyable. Un carnage. Il n'y avait pas un soldat. Ils ont cassé, ils se sont repliés. Bon, et pendant 3 jours, il y avait des haut-parleurs, sortez, ouvrez. Bon, ensuite, il y a eu des déportations. Il y avait une rafle au sens propre, ou sinon des rafles gigantesques. Oui. C'était des centaines, pour ne pas dire des milliers. Des milliers. Alors répartis un petit peu au stade, sur le stade, et même dans des camps de Roumont, Benimessous. Bon. Alors, à ce moment-là, c'était terrible. La répression était terrible, mais il y avait une résistance contre cette répression. Même ceux qu'on amenait au stade, qu'on arrêtait, eh bien, ils étaient d'un courage, d'une détermination exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle je dirais que cette grève de 8 jours a mis à nu la France et son armée. Pourquoi? Il y a eu des contingents, des contingents de journalistes, de reporters qui sont venus, qui ont filmé, qui ont informé l'opinion internationale. Et là, nous avions suivi une conscientisation de l'opinion internationale quant à la justesse du combat de la lutte du peuple algérien. C'est cette grève de 8 jours. Et j'ajouterai le drame, les milliers de disparus. Les disparus, mais il y a également la torture. La torture pratiquée. Qu'on a pratiquée à l'intérieur même des maisons. À l'intérieur même des douairettes à la Casbah, des tortures devant des familles. Inimaginable. Ce qu'il y a de plus barbare qui puisse exister. Alors, cette répression, finalement, elle n'a pas défait un peuple, elle l'a mobilisé davantage. C'est cette mobilisation, c'est à cette mobilisation que l'on doit s'intéresser, on doit faire des recherches sur cette mobilisation d'un peuple qui a fait preuve au monde entier d'un courage, d'une détermination inébranlable. Alors je dis que la genèse du 11 décembre 1960, c'est la grève des 8 jours. La grève des 8 jours, et en plus, il y a eu le secrétaire général de la préfecture d'Alger, Paul Tidjen, qui a eu des informations, qui m'ont commencé à avoir des informations. On arrête, d'accord, bon, ils sont dans des camps et tout. Une information lui est parvenue, disons qu'il y a des disparus, des gens qui sont nulle part, mais qui ne sont plus chez eux. Ouais. Bon,
elles ont été estimées, évaluées à plus de 3000 à l'époque. 3000 disparus. Alors, 3000 disparus, nous sommes au 60e anniversaire de l'indépendance. Nous, ces disparus, nous avions réfléchi, nous avions pensé, nous avions fait une recherche et nous avions saisi une opportunité, laquelle, pendant les fêtes, pendant les festivités du 5 juillet, la wilaya déléguée de Bab el-Oued a organisé, nous a invité le mouvement associatif pour organiser les festivités du 60e anniversaire. Bon, il y a eu une réunion, et le Wadi délégué s'est adressé à deux communes, celle de la Kasbah et celle de Bab el-Oued. Ils ont écouté. Bab el-Oued, Chouhada, est-ce qu'il y a une symbolique de ces Chouhada Bab el-Oued? La Kasbah également. À ce moment-là, nous avons réfléchi à un projet de manière à ce qu'il y ait une revanche de l'histoire, une stèle à la place des martyrs, à la place et lieu de la statue du maréchal de Beaumont. Le projet a été remis, là où il a été délégué, au président de la PC de la Kasbah. Nous le suivrons, et Inch'Allah, comme on dit, on arrivera à vivre, pour la génération qui est la mienne, voir un jour l'édification de cette stèle. Pourquoi? Parce que nous sommes une génération qui avions vécu. Les historiens font leur travail d'histoire. Mais l'histoire, c'est aussi la mémoire. Exactement. C'est aussi le témoignage. C'est aussi ce que l'on a vécu. Pour revenir maintenant à cette répression, la pratique de la répression, oui. Et pour revenir à la symbolique donc, de l'emblème national, il faut dire que les parachutistes, quand ils cherchaient dans les maisons des Algériens, la première chose qu'ils cherchaient, c'était toujours est-ce que les gens cachaient ce symbole très très cher pour tous les Algériens, notamment pendant... Alors, oui. Les familles avaient ce symbole caché, le symbole, le drapeau national, lorsque l'armée faisait des perquisitions, la première des choses qu'on cherchait, c'était... À domicile, c'était le drapeau. Le drapeau comment? Pour eux, le drapeau était un symbole. Et de nombreuses familles avaient des drapeaux. Voilà. Un symbole qu'on ne peut pas dissocier donc, d'un autre symbole, l'hymne national, où il y a l'engagement, le sacrifice et le serment de tous les Algériens. Absolument, absolument. C'est indissociable. Indissociable. Le drapeau, l'hymne national et la détermination d'un peuple. Je sais que vous avez travaillé sur l'histoire de l'hymne national et sa genèse. Parce que même l'hymne national a vu le jour, justement. Il a été rédigé au cœur de la Kasbah, n'est-ce pas? Pardon? Il a été rédigé au cœur de la Kasbah, cet hymne. L'hymne national. L'hymne national est né à la Kasbah d'Alger. L'hymne national est né aux 2 rues Blandon à la Kasbah d'Alger, qui actuellement porte le nom du shahid guillotiné à l'âge de 18 ans, Al-Hal Mou'alam. Oui. Bon, nous avions consacré toute une recherche et un article de presse. Oui. Prince Samen est né aussi à la Kasbah. Je vais vous dire comment. Cet article, 3 heures du matin, je mets mes oreillettes, j'ai perdu le sommeil, mes oreillettes, les informations. Hop, émission, rediffusion d'une émission, laquelle, Badia Haddad, elle recevait Slimane Chir. Slimane Chir, le fils de Moufdi Zakaria, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, l'auteur de l'Algérie en armes. Très bien. Allez,
Il est allé avec lui, toute une mission très riche. Il a retracé le parcours de Mufti Zakaria jusqu'à l'hymne national. Prendre des notes, ce n'était pas possible. J'ai tout enregistré, bien enregistré. Le lendemain, 5 heures du matin, alors, c'était bon, mais il y avait un point d'histoire. Je me suis dit, j'ai mal entendu. J'ai appelé Badi Haddad. Écoutez, Badi Haddad, bravo, félicitations et tout ça et tout ça. C'était un point d'histoire très important et quand même d'une très grande importance. On n'a jamais su cela. Il me dit, ben, très bien, voilà. Mais voilà, j'ai repris un petit peu, j'ai pris des notes, mais pour un peu d'histoire qui est celui-ci. Monsieur Aïtaoudia, vous savez ce qu'on va faire? C'est très important. Je vais vous enregistrer cela et demain, venez. J'ai pris l'enregistrement. Le lendemain, le surlendemain, il y avait un article sur l'Ouattara. Qassaman est né aussi à la Casbah. Les gens n'y croyaient pas. Et alors, il est né en une nuit. Oui. Une seule. C'est Balamdan qui a demandé absolument à ce qu'il y ait un hymne national. Il le demande à qui? À Ben Youssef Ben Khadda. Ben Youssef Ben Khadda lui répond, d'accord, je vais voir, mais pas de temps qui court, aller m'adresser à des artistes, c'est risqué. Nous allons voir. Il est parti voir Arbah Lakhdar, à Bécourt, un militant de premier plan. Il l'a vu, il a dit voilà. D'accord, je vais voir, on va voir. C'est très difficile, mais on va voir. Le lendemain, Arbah Lakhdar se dirige de Bécourt vers Alger, pour aller du côté de l'opéra, Square, voir. Eh bien, le hasard et le destin le fait rencontrer avec qui? Avec Mufti Zakaria. Mais c'est pas bon. Mufti Zakaria, qui venait sortir pratiquement de prison, il était emprisonné à 57. Tu sais, tu t'es effacé de ma mémoire, mais incroyable, ils se sont vus, contragulés. Alors, j'ai besoin de toi, voilà. Ah bon? D'accord. Je te promets rien, mais j'ai essayé de faire quoi que ce soit, de toutes les manières. Dans les jours qui suivent, je viendrai prendre contact avec toi. Mufti Zakaria habitait Cuba. Il avait une mercerie à la rue Blandon. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses dispositions pour aviser sa famille qu'il ne rentrait pas. Il est parti à la rue Blandon. Il est rentré, il a fermé les yeux, et l'hymne national est venu de lui-même. Voilà l'histoire de l'hymne national. Donc l'hymne national, l'emblème national, on doit les protéger, les préserver. Et vous militez chaque année pour que les Algériens mettent un emblème sur leur balcon, bien sûr, n'est-ce pas? Absolument. L'hymne national et le drapeau constituent un élément structurant de l'identité et de l'âme algérienne. Pourquoi? La longue nuit coloniale, nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est lorsque nous parcourons. Actuellement, il m'arrive de faire un petit, de voir des livres d'histoire, de faire une colonisation unique au monde. Allez voir le charnier de ce qui s'est passé à Rouat, par exemple. Actuellement, il y a un séminaire qui a été organisé. J'étais incroyable. Les enfumades du Dahra. Exactement. Allez voir. Incroyable. Une colonie de peuplement consistait à exterminer un peuple et le remplacer par un autre. Voilà ce que c'est. Donc, je regardais tout à l'heure les 6, les voilà, incroyables, dans des conditions dans lesquelles la décision a été prise par les 6, chez Mourad Mokhchoura, Allah yarhamou, on y va. Allez où? Comment et de quelle manière? Première nuit, l'étincelle, ensuite, Belmehdi répond, jeter la révolution dans la rue, le peuple. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes
Nous sommes dans notre pays, nous fêtons le 60e anniversaire et nous sommes heureux et comblés, je désespérais à ce que la mémoire soit institutionnalisée, d'une part, et constitue une des priorités du président de la République. Ce sera le dernier mot de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Lounis Ait Aoudia, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des amis de la rampe Louni Arsri Kasbah. Je tiens à vous remercier vivement de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.